Donc salut tout le monde, donc ici vous êtes au Guéret, donc c'est la ferme des Guérets à Viran-Champagne. Donc alors moi je suis installé depuis 2006 sur la ferme familiale, je suis la 5e génération. Donc sur la ferme on a 90 hectares, on a 10 hectares de prairies naturelles et à peu près 80 hectares de culture qui vont être répartis entre quasiment pour moitié maïs et moitié céréales. Voilà en gros comment ça se passe au niveau des cultures. Hop là. Là tu vois, t'as le robot qui repousse le fourrage et le robot qui aspire la merde. Celui-là qui devrait se mettre en route. Alors logiquement il se met en route toutes les heures. Je sais pas quelle heure il est là. Il va démarrer dans 10 minutes. Et on va de l'autre côté. On n'a plus l'astreinte de la traite matin et soir pendant 1 heure ou 2 à brancher des vaches. Le temps qu'on gagne, en fait, on va plus le passer à surveiller le troupeau. Voilà. Alors ça nous gagne un peu de temps, mais on va surtout on va prendre plus de temps pour regarder les vaches en attention, pour regarder la santé des animaux. Voilà, on va essayer de passer plus de temps au milieu du troupeau que juste à brancher les vaches. Mais c'est vrai que le robot traite, moi, me correspond bien. Parce que j'adore ça, être voilà, sur les applications pour gérer les robots, pour gérer aussi bien le robot de traite que le robot qui va repousser le fourrage, le robot qui va aspirer la merde des vaches. Voilà, tous ces robots-là, je les gère avec des applications et c'est vrai que ça, comme je suis un peu geek, ça me plaît bien, quoi. Et c'est pour passer moins de temps avec tes vaches ou tu as ça aussi? Non, c'est pas pour passer moins de temps avec les vaches parce que les vaches, il faut s'en occuper tout pareil. Non, c'est plus une organisation de travail différente. Un système de gestion de troupeaux différente, différent, mais c'est pas pour passer moins de temps avec les vaches. J'appelle l'inséminateur. Vas-y, faut pas oublier, vas-y sinon. Oui. C'est appeler le matin pour l'après-midi ou l'après-midi pour le lendemain matin. En fait, on travaille pour faire le mieux possible déjà, parce que si on veut être rémunéré, il faut faire du bon travail. Donc je pense qu'on n'a pas le choix d'être performant et de faire, alors toujours mieux, je sais pas, mais de faire bien au moins, quoi. Ça, je pense que c'est la base, de faire bien. Mais je pense aussi que c'est naturel, c'est comme ça que je le vois, c'est naturel chez l'humain de toujours améliorer les choses. Alors peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aller plus vite, d'autres qui vont vouloir aller plus lentement. Donc voilà, il y en a qui vont avoir des plus petits élevages, des plus gros élevages, il y en a qui vont vouloir être toujours plus performants, il y en a qui vont vouloir la stabilité, voilà. Mais je pense que voilà, naturellement, moi je sais que j'ai envie de faire toujours mieux, pas forcément toujours plus, mais d'optimiser toujours mon temps de travail, mon revenu, la qualité de vie de mes animaux, toutes ces choses-là, je veux les optimiser au maximum. Et quand tu parles de revenus, c'est parce que ton activité n'est pas qu'une passion? Non. Alors ça peut paraître bizarre, mais mon activité c'est aussi pour gagner de l'argent. On travaille, je pense que tous les agriculteurs travaillent pour gagner de l'argent, peut-être plus ou moins en fonction de certains, quoi. Je pense que pour les gens, cette notion de travailler avec des animaux, en fait, c'est assez abstrait en fait. Voilà, les gens travaillent avec du matériel, je sais pas, je veux dire dans une usine avec des palettes, des ordinateurs aussi, hein, des outils, voilà. Mais c'est vrai que les gens ont plus une notion d'animaux de compagnie en fait. Et donc ils se rendent peut-être pas compte qu'on peut aussi travailler avec des animaux pour gagner de l'argent. Voilà, juste pas pour venir faire des caresses le soir ou le matin avant de partir au travail. Et cette notion de gagner de l'argent avec des animaux, ouais, ça demande une relation avec les animaux qui est complètement différente de son animal de compagnie. Pas qu'on les traite moins bien, hein, mais qu'on sait qu'on le fait aussi pour gagner de l'argent. Il faut supporter la concurrence de nos voisins européens ou même outre-Atlantique, États-Unis, Russie, voilà, toutes ces choses-là. Donc il faut qu'on arrive, nous, nos fermes familiales, il faut aussi qu'elles soient compétitives au niveau européen et au niveau mondial, parce qu'on a quand même une agriculture, même si on a une agriculture familiale, on a une agriculture qui s'exporte aussi. Donc ça, il faut qu'on le défende. Ça rapporte des devises à la France, donc très très bien, on fait marcher l'économie, donc voilà, ça qu'il faut qu'on le défende. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste en France dans notre schéma de ferme familiale. Et petit veut pas dire qu'on peut pas être, toi, moi j'ai avec mes 80 vaches laitières, j'ai des robots de traite, je suis équipé avec des technologies de pointe. Petit veut pas dire sous-développé en gros, quoi. Voilà, on peut être petit et très efficace. Aujourd'hui, même si on a la chance d'avoir des fermes familiales, c'est vrai que voilà, moi je suis avec mes parents, donc ils peuvent me dépanner le week-end si moi j'ai envie de partir le week-end ou en vacances.
Et aujourd'hui, les fermes familiales, ça va être un couple avec un salarié ou des frères et des sœurs qui sont installés ensemble. Et donc ça permet de plus aujourd'hui facilement, entre guillemets, partir en vacances que nos parents il y a 50 ans qui étaient tout seuls sur la ferme et qui partaient pas en vacances du tout, quoi. Nous aujourd'hui, moi je vois, on est parti en vacances cet été, on va au ski l'hiver, on arrive à se prendre 1 ou 2 week-ends de temps en temps. Donc voilà, le fait de pouvoir soit embaucher de la main-d'œuvre ou soit avoir de la famille à côté qui peut nous aider, c'est évidemment hyper important. Et je pense que ça a rebuté des jeunes où il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que si les fermes sont familiales, on a toujours les parents, le beau-frère, la belle-sœur, les cousins qui peuvent venir, qui travaillent avec nous aussi et qui peuvent venir nous aider, quoi. Alors la journée type d'un éleveur, alors la mienne, déjà je suis pas matinal, j'ai du mal à sortir du lit le matin, je suis plus du soir que du matin moi. Donc je vais démarrer le matin vers 7h30 à peu près, 7h, 7h30, par commencer par aller faire un tour aux vaches, voir un peu comment vont les animaux, un peu à droite à gauche. Ensuite c'est l'ordinateur, tout de suite, pour aller voir tout ce qui est performance laitière du troupeau. Voilà, les heures de passage, le lait par vache, est-ce que la santé des vaches est bonne, voir les chaleurs, si j'ai les colliers pour détecter les chaleurs, donc je regarde s'il y a des vaches ou des genix en chaleur. Voilà, donc je regarde d'abord ensuite mon ordinateur pour regarder tous les chiffres sur le troupeau laitier. Et puis après, je vais donner à manger aux vaches, je vais donner le lait aux veaux, je vais trier des vaches s'il y a besoin pour les robots de traite. Voilà, nettoyer les logettes, pailler les logettes, entre guillemets toute la partie élevage, ça va me prendre la matinée en gros, à peu près. Et l'après-midi, s'il y a besoin, je fais plus les cultures, l'entretien de la ferme. Et je me remets un petit peu aussi aux vaches en fin d'après-midi, vers 18h, entre 18 et 19h, 20h, où pareil, je leur fais boire les veaux, s'il y a besoin de donner à manger aux genix ou quoi que ce soit, passer quelques vaches au robot de traite si jamais il y a du retard ou des échecs. Voilà en gros la journée à peu près, on va dire, entre guillemets, classique d'un éleveur laitier. Donc ça représente entre 11 et 12 heures d'amplitude horaire entre le moment où tu rentres et tu sors des vaches. Ouais, du 17h30, midi et demi, 14h, enfin 13h30, 14h, ouais, 19h30. Une journée entre guillemets classique printemps-été, parce que l'hiver, honnêtement, l'hiver, par contre, je vais pas démarrer avant 8h et à 6h30, je vais avoir fini, quoi. Donc ça va être plus cool l'hiver, mais là ouais, dans des journées comme ça aujourd'hui classique, ouais, ça me ferait l'amplitude horaire qu'on va avoir. Et la semaine c'est du lundi au dimanche soir alors la semaine c'est du lundi au samedi, c'est à peu près la même chose, et le dimanche l'après-midi, le dimanche après-midi je fais rien du tout. Le dimanche je fais le strict minimum, même le matin je fais le strict minimum, et voilà, donc le dimanche c'est quand même beaucoup plus cool le dimanche. Après je prends le temps aussi le mercredi après-midi d'amener les gamins au foot, voilà, on prend le temps de sortir aussi si on veut sortir, donc je m'organise en fonction, quoi. Mais c'est vrai que l'élevage c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment. Sur Twitter, tu aimes bien utiliser le hashtag AgriPapa. C'est important pour toi d'être aussi avec ta famille et puis d'être avec les enfants? Ouais, ah oui, je suis très heureux d'avoir une femme aimante et 2 petits garçons magnifiques. Donc ça c'est génial. Mais ouais, je veux être aussi voir comment ils grandissent, les emmener dans les activités sportives ou à côté, faire autre chose à côté, quoi. Je pense que c'est important aussi d'avoir une vie de famille. Surtout que ma femme ne travaille pas sur la ferme, donc je ne la vois que le soir quand elle rentre du travail ou le matin avant de partir au travail ou le week-end. Donc non, je pense que c'est important de passer du temps. La priorité c'est la famille et après c'est le travail, quoi. Enfin, je pense que c'est ça qui est important. Si j'ai fait ce métier-là, c'est aussi pour être mon patron, donc pouvoir m'organiser comme je veux et pouvoir faire ce que je veux, évidemment, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a la chance, enfin pour moi c'est une chance, de toucher à tout, quoi. De faire de l'électricité, de la plomberie, de soigner les vaches avec des médicaments, leur donner à manger. Donc on est véto, on est éleveur, on est plombier, on est électricien, on est agronome aussi parce qu'on fait des cultures, donc on conduit des tracteurs, on est conducteur d'engins, on est comptable aussi. On touche à un domaine extrêmement large, même si notre spécialité, pour moi, c'est l'élevage laitier. Mais on touche tellement de choses que c'est passionnant. Quand on parle d'usage de produits, toi tu as, par rapport à ce que faisaient tes parents peut-être, ou toi au départ, tu as évolué dans l'usage d'antibiotiques, de choses comme ça, ou est-ce que c'était plus systématique? Est-ce que ça l'est devenu moins ou pas? Ouais, je pense qu'on a beaucoup évolué. Enfin, quand je vois les techniques même de mon grand-père ou de mon père, il y a même encore 20 ans, des produits qu'on utilise plus du tout aujourd'hui, des doses qu'on va avoir diminuées, voilà. La technologie aussi qui nous aide à être plus performants.
Même au niveau des robots de traite, l'utilisation des antibiotiques sur les animaux, on réduit fortement notre utilisation. Déjà parce que ça a un coût, hein, c'est pas gratuit les antibiotiques, mais c'est comme les produits phyto, c'est la même chose, c'est tellement cher aujourd'hui que moins on en utilise, mieux on se porte financièrement. Donc on va avoir un intérêt à être meilleur, à être toujours meilleur pour pouvoir en utiliser moins en fait. Donc forcément, notre usage, il a beaucoup évolué par rapport à nos parents ou à nos grands-parents, ça c'est évident. Alors la croisade contre le glyphosate, je pense qu'elle est identique, enfin dans le style, à la croisade anti-élevage. Voilà, c'est vrai qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux, aussi bien Twitter, Instagram, YouTube, quand on en parle, que ces deux, entre guillemets, deux phénomènes-là de glyphosate et bien-être animal, on se déconnecte de la réalité en fait. C'est plus savoir si scientifiquement ou bien-être animal, ou zoologiquement, on va dire c'est bien ou c'est pas bien quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à un stade où on est dans l'émotionnel en fait. Et on n'a plus du tout cette notion de scientifique, de rattacher vraiment à la terre ou aux animaux. Et le fait de s'être décroché complètement des notions scientifiques, on est sur le sentimental. Et on part dans des dérives sur ces sujets-là qui sont folles, quoi. Enfin, je veux dire, politiquement, les politiques prennent des décisions qui sont complètement folles, quoi. Je vois les néonicotinoïdes, on est revenu en arrière parce que quand ils l'ont interdit, voilà, on s'est rendu compte que aussi bien financièrement que agronomiquement pour les plantes, c'était catastrophique, quoi. Donc heureusement, ils sont revenus en arrière, mais ça, c'est de l'idéologie, pour le coup écologique, qui est complètement folle, quoi. Si on trouve des techniques sans antibio ou sans glyphosate ou sans produits phytosanitaires demain, il n'y a pas de souci, hein, j'arrête tout, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Non, je ne suis pas fermé à utiliser des antibiotiques ou des produits phyto, il n'y a pas de souci. Hein. Si demain on trouve, soit par rapport à améliorer les races des animaux, soit par rapport à améliorer aussi les variétés de semences qu'on peut avoir, si on peut se passer de produits phyto ou antibio, il n'y a pas de souci, je m'adapte, j'arrête. C'est évident qu'on n'a jamais su communiquer avant, donc on a laissé, en fait, on nous a demandé de produire de la nourriture. Et on a laissé à ceux qui, entre guillemets, vendaient notre nourriture, donc l'agro-industrie, la viande, le lait, tout ça, on leur a laissé montrer l'image de l'agriculture, en fait. Et pour vendre leurs produits, ils ont montré une image qui n'était pas réelle, en fait. Ils ont montré l'image d'Épinal, le gars qui traite à la main, ou le gars qui est dans son champ avec son cheval, qui laboure, des trucs complètement absurdes. Mais on a toujours voulu faire croire aux gens que l'agriculture c'était un peu entre guillemets le bouseux et que ça venait du paysan du coin, quoi. En gros c'est ça, quoi. Et les gens ont gardé pendant des années et des décennies cette image un peu d'Épinal de l'agriculture. Et puis voilà, depuis une dizaine d'années, les gens ont voulu comprendre ce qu'ils mangeaient et ils se sont rendus compte en cherchant un petit peu que l'agriculture c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et ça c'était très violent pour eux parce que cette image que faisaient les publicités de nos produits était complètement déconnecté de ce qu'il y avait réellement sur les fermes. Et ça, c'était très violent pour le consommateur. Et c'est là, peut-être qu'on n'a pas été assez bon, où il aurait fallu qu'on communique plus tôt sur nos pratiques et sur l'évolution de l'agriculture. Mais il n'y avait pas cette notion, comme on connaît aujourd'hui, d'origine de son alimentation. Voilà, les gens, le consommateur, ne cherchait pas absolument à savoir d'où ça venait. Et aujourd'hui, il cherche à savoir d'où ça vient. Et c'est légitime, hein, je ne critique pas ça. Mais nous, on n'a pas su s'adapter à cette demande-là de montrer plus d'agriculture. On l'a laissé faire aux autres, on s'est contenté de produire. Et on se rend compte aujourd'hui que produire, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on montre ce qu'on produit. Et voilà. Les vaches se sont bien habituées aux robots ? Ah ouais. Voilà, les premiers jours, elles ont eu un peu peur. Mais là, tu vois, ils circulent, elles ont l'habitude. Elles passent autour, elles laissent circuler, quoi. Et si je fais sortir les vaches, c'est que la demande change et que je suis prêt à changer. Donc je m'adapte en fonction du consommateur. Ça c'est sûr. Après, il faut que nous, on montre au consommateur la réalité aussi, pour que lui n'ait pas des demandes entre guillemets folles de choses qui ne sont pas praticables aujourd'hui en France, quoi. Donc il faut qu'on lui explique comment ça marche réellement et qu'on trouve un équilibre entre leurs demandes, nos conditions de travail et de rémunération, pour que tout le monde soit gagnant, quoi, tout simplement.